Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour René Friedman. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste de la reproduction. Vous publiez une histoire de la naissance chez Grasset et dans ce livre, on peut lire « Écouter de la musique classique pendant la grossesse ne fera pas de votre enfant un grand musicien », d'où la question qu'on se pose. Écouter un podcast de France Culture, par exemple le podcast qui accompagne votre livre, qu'est-ce que cela pourrait donner pour votre enfant ? On va écouter un extrait de la bande-annonce de ce podcast. Médecin depuis plus de 40 ans, j'ai œuvré au sein d'une spécialité en pleine évolution technique et sociétale, qu'on appelle la reproduction humaine. Des premières fécondations in vitro, à la chirurgie gynécologique à ventre fermé, les premières échographies obstétricales aux premières anesthésies péridurales, j'ai eu la chance de vivre tous ces événements. Chaque année, les chemins de la naissance donnent vie à près de 140 millions d'enfants de par le monde. C'est dire combien l'humanité, et plus particulièrement chacun d'entre nous, est ou sera concerné par les mystères de la naissance. Un extrait de la bande-annonce de ce podcast qu'on retrouve bien entendu sur le site de France Culture, franceculture.fr. René Friedman, vous avez supervisé 80 000 accouchements ? Oui. Oui, tous les matins, vous savez, 8 heures, c'était le staff, les 12 à 15 accouchements des 24 heures. Alors, je ne les ai pas accouchés, j'en ai accouché un certain nombre, mais supervisé, oui. À peu près. Et parmi ces 80 000, il y en a quelques-uns qui sont gravés plus précisément dans votre mémoire. Par exemple, il y en a un, c'est celui d'une certaine Amandine, René Friedman. Oui, bien sûr. Oui, écoutez, ça a été une étape importante pour le traitement de l'infertilité des couples, avec des développements qui nous ont entraînés dans des recherches scientifiques, dans des recherches éthiques, dans des recherches, philosophiques même, car on touche au sacré, on touche à l'essentiel, à l'avenue au monde d'un enfant et à ses caractéristiques éventuelles. Donc ça a été dans ce livre, je reprends de la mythologie Comment ça s'est déroulé, à la science-fiction d'Amandine donc. Le plus naturellement possible, justement. C'est ça qui est assez formidable, c'est que finalement, physiologiquement, c'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé depuis que le monde est monde. Mais tout ce qu'il y a autour, les précautions, la sécurité, le vécu, les limitations, tout ça, c'est la société qui joue. Et c'est pour ça que je dis dans ce livre, ce qui est vrai, c'est que il y a une mortalité maternelle très importante dans le monde. On s'en rend pas compte, mais il y a à peu près 500 000 femmes qui meurent par an dans le monde, du fait de grossesses qui ne sont pas bien prises en charge, que ce soit des grossesses extra-utérines ou des complications de la naissance. Donc on a gagné en sécurité, puis on se pose des questions sur la façon de vivre, le vécu. C'est pour ça que j'ai fait aussi un chapitre sur ce qu'on appelle les violences obstétricales, c'est-à-dire des femmes qu'il faut écouter, qui se plaignent de telle ou telle attitude, de manque de considération, qui diminue, heureusement, parce qu'il y a une prise de conscience qui est faite, mais il y avait de temps en temps quelques écarts, comme toujours, et c'est bon de les pointer. Donc c'est je revisite un peu les 40 ans de ma vie professionnelle. Cette naissance d'Amandine, vous l'avez dit, elle a été accompagnée de toute une série de débats éthiques, de débats philosophiques. Quels étaient-ils en substance, René Friedman ? De quoi parlait-on à l'époque et qu'est-ce qu'il a fallu vaincre pour parvenir à cette naissance ? Tout d'abord, le principe même, c'est quand même une grande transgression. Le fait de faire rencontrer un spermatozoïde et un ovule in vitro, et ensuite, ce qui était intouchable, ce qui était invisible, c'est-à-dire le début du début de ce que nous sommes, devenait visible au microscope et manipulable même, au laboratoire. Donc, il y a eu une opposition, il y a toujours quelques oppositions d'ailleurs à cela. Et puis, c'est cette espèce de désir d'enfant à soi ou d'enfant parfait qui monte de temps en temps dans les demandes auxquelles il faut répondre avec sagacité et puis réflexion. Ce sont les débats, les premières congélations, c'est vrai que c'est extraordinaire, le fait de figer dans le temps comme ça, des cellules qui des années après peuvent reprendre, il suffit de les réchauffer entre guillemets. Justement sur le plan scientifique, qu'est-ce qu'il a fallu trouver pour parvenir à la naissance de ce qu'on a appelé le premier bébé éprouvette,
René Friedman? Écoutez, concrètement, vous savez, on ne connaissait pas grand-chose à la reproduction. C'est-à-dire que pendant tout un temps, au XVIIe, XVIIIe, on pensait que les femmes avaient dans leurs ovaires toute l'humanité. C'était la théorie oviste. Puis ensuite, les hommes sont quand même revenus à la charge. Et on a décrit au microscope, c'était l'avènement du microscope, des petits bonhommes dans les spermatozoïdes qui étaient là et qui, en fait, allaient être chauffés dans la marmite féminine. Mais ils étaient préformés. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il y avait une préformation. Vous voyez, l'individu existait déjà, soit chez la femme, soit chez l'homme. Et puis, il a fallu comprendre, avec les travaux scientifiques faits chez l'animal, bien sûr, les premières fécondations observées chez l'oursin et d'autres animaux. Et puis, il y a eu un grand bonhomme qui s'appelle Bob Edwards, qui a eu le prix Nobel tardivement, et qui a pensé que c'était une façon de pouvoir traiter les stérilités, les infertilités, qui était de court-circuiter le passage obligé du lieu de la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde qui est la trompe, mais beaucoup de trompes sont altérées, bouchées, enlevées, parce qu'il y a des complications dans la vie. Et donc, voilà, ça a été une véritable transgression. À partir de là, c'est l'idée que se font certaines personnes. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle tellement, tout le monde dit son petit grain de sel, et qu'on pourrait définir telle ou telle qualité de l'être à venir. Et donc, il y a automatiquement une réflexion qui se pose sur qu'est-ce que la nature, qu'est-ce qu'on cherche. Et la plupart des gens, très sincèrement, sont loin de cette quête de la perfection, mais ils cherchent à avoir un enfant qui n'est pas de handicap, qui ait toute sa possibilité de se développer. Maintenant, savoir s'il est comme ci, tel trait de caractère. Je raconte d'ailleurs l'histoire. Il y a un moment donné, on a fait croire que, évidemment, l'intelligence était transmissible, et donc il y avait un type aux États-Unis qui a fait une banque de prix Nobel. C'est-à-dire de sperme, de prix Nobel, pas des prix Nobel eux-mêmes, mais de leur sperme. Et ben, voilà, on n'a pas vu des prix Nobel de père en fils, sauf la famille Curie, mais voilà, c'est quelque chose. On peut faire croire beaucoup de choses, comme dans beaucoup de choses, vous êtes bien placé pour le savoir. Et donc, il faut freiner un peu des demandes irraisonnables et toujours savoir quelle ligne rouge on ne veut pas dépasser. L'eugénisme, c'est un mot qui fait peur, René Friedman. Au cours de ces 80 000 accouchements, à quel type de demande des familles avez-vous été confronté ? Non, comme je vous le disais, la véritable demande, c'est d'espérer et de souhaiter, évidemment, que l'enfant ait toutes ses capacités de développement. Maintenant, vous savez, l'être parfait pour certains, c'est d'être un super sportif. L'être parfait pour d'autres, c'est d'être un grand intellectuel. L'être parfait, c'est d'être un musicien. Après, c'est l'éducation qui joue, c'est évident. L'éducation va être très importante. Elle se transmet, ça c'est certain. C'est la transmission et la filiation, elle passe par là, pas par la biologie. Mais alors, précisément, vous expliquez malgré tout qu'il y a, à chaque fois que l'on fait un accouchement, à chaque fois qu'on est auprès des familles, cette crainte, alors par exemple la crainte du handicap, le handicap que l'on veut accompagner aussi, vous y avez été confronté, René Friedman. Oui, il ne s'agit pas, encore une fois, vous savez, on est passé à un moment donné où le médecin décidait un peu pour la personne, ce qui était acceptable, ce qui ne l'était pas. Aujourd'hui, on est dans tout à fait un autre cadre, en tous les cas dans notre pays. On donne l'information. Et c'est ça qui est important, c'est de donner le plus clairement possible des informations. La vraie difficulté, c'est ce que je raconte pour moi, là, ce qui a été le plus difficile, c'est que des fois, il y a des informations dont on n'est pas sûr. En particulier dans la médecine, ce qu'on appelle anténatale, c'est-à-dire le suivi de la grossesse, après des échographies, différents examens. On peut penser qu'il y a un doute sur telle ou telle faculté de développement, mais on n'en est pas certain. Et c'est très difficile de faire une médecine du pourcentage, vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'est-ce qu'on dit dans ces cas ? On dit ça, on dit ce qu'on sait, on ne peut pas dire autre chose, et on essaye d'accompagner les patients au cas par cas. Parce que le vécu d'une personne n'est pas le même que l'autre, et ce qui peut être intolérable pour l'un peut être tolérable pour l'autre. Donc il faut tenir compte et donner l'information. C'est comme ça qu'on peut vaincre l'eugénisme, c'est-à-dire en analysant l'embryon, en analysant le fœtus, en analysant, je dirais, toutes les données que nous avons,
mais en donnant les informations et en laissant les parents choisir avec quelques règles de principe, bien entendu, qui restent valables. Comment ils réagissent, les parents? Parce que là aussi, vous expliquez dans ce livre, Une histoire de la naissance, que les réactions sont diverses parce que les valeurs ne sont pas toutes identiques d'une famille à l'autre. Il y a différentes manières d'appréhender la vie, René Friedman. Alors, effectivement, il y a une grande différence, et c'est pour ça qu'il faut se tenir à l'écoute et être prudent et ne pas faire passer ses propres sentiments, je dirais, de rejet ou d'acceptation de toutes circonstances. Mais c'est un dialogue qui se crée dans la confiance. Mais vous savez, je trouve que aussi bien les parents que les médecins ont une grande humilité par rapport à ce qu'on frappe, je dirais, le destin dans des anomalies dont on ne sait pas très bien comment on va les gérer. C'est cette humilité qui nous permet à nous et aux parents, je dirais, d'avancer. Mais j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de règles de conduite à donner là. Comme je le disais, c'est du cas par cas, c'est des discussions. Et vous savez, la médecine aujourd'hui, qui est devenue très technique, qui est devenue, je dirais, un peu distanciée, elle doit, et c'est ce que j'essaie de dire de ces 40 ans d'expérience, elle doit rester dans la relation humaine et dans la confiance. Oui, on peut avoir confiance en passant à côté de quelque chose, mais il n'y a pas d'autre solution que le lien et l'affection et je dirais cette émotion finalement. C'est un métier d'émotion, vous savez. Et les techniques, puisque vous en parlez, alors il y a bien entendu différentes techniques à partir de l'échographie, le diagnostic préimplantatoire, il a changé beaucoup de choses, René Friedman. Il n'a pas changé énormément de choses, il a changé beaucoup de choses pour des familles particulières qui avaient un risque, qui ont un risque de transmettre une maladie génétique. Jusqu'à là, la fécondation in vitro était pour des couples infertiles. Et puis là, on a trouvé une autre indication qui est le couple fertile, mais qui risque de transmettre, parce que l'un des couples est porteur d'une anomalie génétique, et il risque de transmettre à ses enfants cette anomalie. Alors pourquoi ne pas éviter de transmettre cette anomalie génétique lorsqu'elle est grave et incurable, bien entendu. Et c'est pour ça, si vous voulez, que de façon assez extraordinaire, il est possible de prélever une cellule de l'embryon qui fait 1/10 de millimètre à ce moment-là, n'est-ce pas? C'est vraiment, il n'est pas visible à l'œil nu. Il fait 1/10 de millimètre, on va prélever une cellule et on va pouvoir l'analyser pour rechercher le gène responsable de la maladie qui existe dans la famille. Voilà, donc c'est quelque chose qui évite la maladie. Elle n'évite pas toutes les maladies, parce qu'on peut avoir évité la maladie en question et puis en choper une autre, comme on dit. On ne peut pas tout chercher, il y a 5000 maladies génétiques, donc il ne s'agit pas de chercher les 5000 maladies, et nous sommes tous relativement imparfaits, avec des possibilités d'expression de cette imperfection ou pas. Mais il y a aussi une différence d'appréciation en fonction des pays sur le diagnostic préimplantatoire ou sur la manière dont certains pays, alors par exemple la Suisse n'autorise pas comme la France une approche analytique de l'embryon avant son transfert. Quelles sont les différentes visions justement de ces opérations, René Friedman? Voilà, c'est un combat qui est mené en France, qui n'a pas abouti, que je n'ai pas réussi, avec d'autres bien sûr, à faire aboutir pour l'instant. C'est le fait, la situation suivante. 60% des embryons qui sont fabriqués, je dirais, in vitro, ne vont jamais s'implanter. Ils ont des anomalies qui fait que vous faites des gestes pour rien, vous faites croire, vous croyez vous-même, mais vous partez pour un projet d'enfant, et en fait, si on analysait les embryons, on saurait que ça ne marcherait pas. Et ce point-là, je dirais, qui n'est pas... Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce qu'il y a, si vous voulez, structurellement, il n'y a pas l'équipement génétique. C'est pas une maladie génétique, c'est difficile à comprendre. Parce que d'un côté, il y a des maladies génétiques, des maladies neuromusculaires, la mucoviscidose, tout le monde comprend. Et puis là, c'est simplement un potentiel de développement. Vous savez, quand vous faites une fécondation in vitro, vous avez plusieurs embryons obtenus. On fait comment? On donne des traitements hormonaux, sur lesquels d'ailleurs il va y avoir sans doute des découvertes récentes qui vont survenir. Mais enfin, on donne un traitement à la femme qui va prendre donc des hormones, qui va avoir donc dans ses ovaires une poussée de plusieurs follicules qui contiennent chacun un ovule, qui sont son patrimoine génétique. On va les prélever par les voies naturelles. Habituellement, sous anesthésie générale, ça dure 5 minutes. Et on va les mettre en contact au laboratoire avec le sperme du monsieur qui, lui, recueille ça beaucoup plus facilement.
Une fois qu'on a les embryons, ils se forment en 2-3 jours et on a plusieurs cellules, toujours 1/10 de millimètre. C'est toujours très court, très, très petit. Voilà. Et donc, parmi tous ces embryons, il y en a un certain nombre qui vont jamais s'implanter parce qu'ils ont des anomalies de nombre, c'est les erreurs de la nature. Vous savez, quand vous regardez, je veux dire, un couple en bonne santé, il a que 25% de chances de concevoir le mois suivant. C'est pas terrible, hein, les résultats de la reproduction humaine. Hein, j'entends, c'est pas comme les animaux. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'embryons qui sont anormaux. Donc, la question qu'on se pose, nous, médecins, mais pourquoi? Et alors, en plus, ça augmente avec l'âge de la femme. C'est-à-dire que plus la femme est âgée, plus il y a un pourcentage d'embryons anormaux. Alors, vous vous dites, pourquoi est-ce que je fais ces gestes-là alors qu'on va avoir une anomalie ou bien on va avoir surtout une fausse couche ou une absence de réussite. Donc on voudrait pouvoir avancer, mais évidemment, il y a le spectre de mais qu'est-ce que vous allez chercher, qu'est-ce que vous allez regarder, tout ça peut être encadré comme dans beaucoup de pays, et c'est un des points qui aboutirait à diminuer ce que moi j'appelle la violence faite aux femmes, c'est-à-dire leur faire croire que ça va marcher alors que ça ne va pas marcher. René Friedman, Une histoire de la naissance, c'est ce podcast original de France Culture, disponible dès aujourd'hui sur franceculture.fr et l'application Radio France, et également ce livre qui est publié aux éditions Grasset. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer à la fois la naissance et peut-être aussi la maladie, avec d'ailleurs cette question qui est posée dans l'actualité sur la panne des numéros d'urgence qui est aujourd'hui en une de la presse. 8h sur France Culture, excellent réveil à tous. Et nous retrouvons notre invité René Friedman. Vous publiez Une histoire de la naissance, et puisque vous êtes médecin spécialiste de la reproduction, mais aussi habitué des situations d'urgence, puisque vous avez supervisé 80 000 accouchements, donc il y en a un certain nombre qui ont dû se faire en urgence. Votre réaction à cette panne précisément des numéros d'urgence? Écoutez, on peut que la regretter, bien entendu, c'est un problème technique, mais ce qu'il faut dire, c'est quand même que le système en France est quand même assez remarquable. L'instauration du SAMU, je dirais le 15, les pompiers, c'est quand même quelque chose qui fonctionne de façon remarquable. Voilà ce que j'ai envie de dire. Pour avoir vécu quand même un certain nombre, y compris d'ailleurs d'accouchements de temps en temps qui se font sur le chemin de la maternité ou voire même à domicile et qui sont pris en charge justement par les urgentistes dans leur camion. Bon, c'est pas l'objectif, hein, bien sûr, mais je veux dire par là qu'il y a quand même, je veux dire, un tissu qui est extraordinaire. Maintenant, il peut y avoir des failles, en particulier des failles régionales. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que d'une façon générale, pour moi, la médecine devrait être beaucoup plus territorialisée. C'est le grand mot qui revient et qui nécessiterait une réforme, hein, je dirais, de l'exercice médical sur un territoire donné où il y a une population qui a des besoins. Et dans ce cadre-là, pour une population donnée ainsi définie, eh bien, il faut un territoire de santé, quoi, en un mot. Quelle est la possibilité pour ce territoire d'être entendu pour des problèmes d'urgence, des problèmes de maternité, des problèmes de maladies chroniques et autres et tout ça. Donc c'est sur cette échelle-là qu'il faut vérifier si tout est en place pour que effectivement il y ait une rapidité de prise en charge et qu'on n'ait pas des accidents comme on a vu qui sont tout à fait regrettables. Et les fermetures justement de maternité, qu'en pensez-vous, René Friedman? Alors, il faut distinguer deux choses. Une maternité, ça dure 9 mois. L'accouchement, ça dure peu de temps, enfin quelques heures quand même. Et le séjour en maternité, c'est 2-3 jours. Aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé, c'était 12 jours. C'était remboursé par la Sécu, oui, c'était comme ça. Mais bon, ça a changé. Ce que je veux dire, c'est que ce qui compte beaucoup, c'est le suivi avant et après. Le moment de l'accouchement, il ne peut pas se faire en bas de chez soi. Parce qu'il faut, voilà, tout le monde voudrait le boulanger, la maternité, la pharmacie, tout en bas. Bon, alors, et c'est pour ça que je reviens sur la territorialisation. Il faut voir ce qui est accessible, dans combien de temps, les urgences, éventuellement de maternité et les consultations. Mais ce qui compte surtout, c'est le lien avec le suivi, avec la qualité du suivi avant et après. Parce qu'après, c'est beaucoup de problèmes qu'on passe un peu sous silence, que ce soit le blues du postpartum, que ce soit telle ou telle petite complication, réhabilitation.
Et puis il y a le bébé, bien sûr, dont il faut s'occuper. Donc tout ça pour dire que les petites maternités, c'est pas qu'on voudrait pas qu'elles existent, c'est simplement qu'aujourd'hui, vous pouvez pas avoir pour 500 accouchements par an, c'est-à-dire 1,5 par jour, vous pouvez pas avoir un obstétricien, un pédiatre et un anesthésiste, parce qu'en plus on veut bien sûr une maternité, mais avec une possibilité d'anesthésie péridurale ou générale si besoin était. Et donc on n'a pas. Donc il faut faire avec. Alors il faut apporter la sécurité, c'est-à-dire la rapidité du transport qu'on évoquait là, la prise en charge. Il faut que chaque endroit où il y a une consultation de suivi de grossesse soit relié à un centre d'accouchement, un lieu d'accouchement. Et éventuellement, tout ça c'est une réforme à faire hein, avec une rotation des médecins et du personnel et des sages-femmes qui sont bien sûr capitales dans ce domaine pour que la femme se sente prise en charge humainement et qu'en même temps tout soit fait pour que on ne peut pas répondre à la question de 3 personnes spécialisées en train de se tourner, enfin ils se tournent pas les pouces, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Non, mais l'autre question qui se pose, René Friedman, c'est le fait d'avoir une maternité à 1h30, 2 heures de chez soi. Ça paraît quand même être un temps, alors qui peut être vraiment interminable. Mais ça demande, si vous voulez, une certaine particularité de la prise en charge médicale. C'est-à-dire que il faut d'une part s'assurer que c'est vraiment ce temps. Vous savez, soyons clairs. Moi, j'ai vécu quelques accouchements, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, dans le couloir même de la maternité. J'ai vécu des accouchements sur le parking à Clamart. Même dans les pays dans les régions qui sont densifiées, on a toujours des imprévus. Alors, c'est pas une façon de rejeter votre question. Je dis au contraire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut donc savoir. Il y a une éducation. Il faut partir plus tôt. Faut avoir, par contre, sur place, ce personnel capable, sage-femme, d'apprécier l'urgence ou pas. Et puis, il y a peut-être, oui, des prises en charge un peu différentes quand on est distant comme ça. Maintenant, essayons de réduire, mais on ne va pas créer ex nihilo, parce que dans une zone désertique que vous évoquez, comme celle-là, une maternité Pas qui si fonctionne. désertique, mais des zones où on a fermé beaucoup de maternités et qui... Écoutez, quand j'ai été conseiller du ministère de la Santé pendant un temps, et effectivement, j'ai été en particulier à Beach, je dirais, ou dans le Nord, où il y avait des fermetures de maternité parce qu'il n'y avait plus de personnel, il n'y avait plus de sécurité. Alors quand vous n'avez plus d'anesthésiste, c'est bien beau d'avoir une maternité en bas de chez soi, mais qu'est-ce que vous faites ou des gens qui sont formés de façon discutable, on va dire, hein, employés de façon discutable. Quand j'avais eu des manifestations comme classiques, hein, puisque je représentais le gouvernement hein, à ce moment-là. Et puis, quelques temps après, j'ai rencontré des médecins qui étaient les premiers à râler, on peut les comprendre aussi, pour me dire qu'en fin de compte, le système de prise en charge locale et de juste le transport pour l'accouchement proprement dit, c'est quelque chose qui pouvait fonctionner. Alors, me faites pas dire parce que rien ne fonctionne. Je ne vous fais rien dire. Je sais, mais pas vous, mais j'entends déjà. Non, je dis rien ne fonctionne parfaitement, y compris, je vous dire, en plein milieu de Paris. Moi, je vais vous poser la question inverse. Ouais. Ces couples aussi qui décident, ces femmes qui décident d'accoucher à domicile. Écoutez, c'est pas interdit. Il faut apprécier avec la personne médicale, c'est souvent une sage-femme, parce qu'il faut être disponible aussi quand même sur le plan médical pour le faire. Il y a à mesurer une part de risque, mais je dirais ça dépend de l'histoire de chacun. C'est sûr que pour un premier, c'est un peu parfois olé olé. Par contre, je dirais ça peut s'envisager. Ceci dit, moi je suis pour une formule et je suis content d'ailleurs que le gouvernement ait pris une option pour diffuser cette opportunité. Moi j'avais pris comme position de favoriser la maison de naissance, c'est-à-dire une maison, c'est-à-dire au lieu d'accoucher à la maison, on déplace la maison à l'hôpital, enfin près de l'hôpital, mais à part, et tenue par des sages-femmes qui s'occupent de la patiente et du couple de bout en bout. Une prise en charge qu'on appelle globale, totale. Et ça, je pense que pour certaines personnes, ça répond à leur desiderata. Et s'il y a un problème, parce que le problème c'est qu'il y en a de temps en temps, quand même lorsque le ciel est serein, voilà.
les nuages arrivent, parfois rapidement, très rapidement. Eh ben, je veux dire, on n'a qu'à pousser une porte et on arrive là où il y a l'équipement médical. Donc cette combinaison, et qui d'ailleurs vient d'être acceptée, encore une fois, il y a 6 mois, puisqu'il y a 15 nouveaux centres de maisons de naissance qui viennent d'être autorisés, me semble en tous les cas une voie à rechercher. Il faut faire rentrer la maison et le bien-être le plus possible à l'hôpital et garder la partie urgente, puisqu'on parlait des urgences, et médicalisée, à côté, mais pas tout mélanger. Et puis, comme vous êtes évidemment médecin, René Friedman, je suis obligé de vous interroger sur la manière dont vous avez vécu, dont vous observez à la fois cette pandémie, la gestion qui a été faite par le gouvernement, les autorités sanitaires du Covid-19. Écoutez, soyons clairs, on aurait pu rêver mieux. On pourrait rêver mieux. C'est quelque chose où d'emblée, il y a tous les masques, tous les tests et surtout tous les vaccins. Premièrement, il y a quand même des éléments très positifs. Il y a des éléments négatifs, là, que je viens d'évoquer rapidement. Mais il y a des éléments positifs. C'est d'abord que l'ensemble du corps médical a quand même fait face, dans la difficulté, mais a fait face à une charge incroyable, incroyable. La deuxième chose, c'est que sur le plan scientifique, en 1 an, on a quand même créé un vaccin qui semble quand même très efficace, puisque aujourd'hui, on peut dire que c'est rarissime les gens vaccinés qui sont en réanimation. Rarissime. Et que des pays, avec la vaccination, retrouvent une vie normale. Donc, on aurait pu, alors il y a peut-être un problème de communication, on aurait pu espérer mieux, mais quand on regarde par rapport à ce qui s'est fait dans le monde, parce qu'on ne peut pas regarder que notre nombril, quand on regarde ce qui s'est fait par rapport au monde, il ne faut pas oublier les points positifs, et ils sont quand même nombreux. Maintenant, ce que je regrette énormément, et c'est pour ça que je ne vais pas en dire trop, parce que je trouve que ça a été un festival de gens qui, y compris des médecins, qui ont parlé au nom de quoi. Parce que j'allais vous demander si c'était plutôt les politiques ou les médecins qui étaient responsables de la gestion imparfaite. J'ai envie de vous dire les deux en général. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain... Vous savez, pour moi, ça a été une grande blessure d'entendre un certain nombre de médecins qu'on peut nommer, d'ailleurs, parce qu'ils sont, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été sur la scène publique, que ce soit de Marseille ou de Paris, qui ont oublié... Marseille, je vois, Paris, moins. Ouais, il y a des joyeux, il y a des prix Nobel, il y en a un certain nombre qui ont fait des déclarations qui se sont éloignées de notre formation scientifique. C'est-à-dire, c'est difficile, vous savez, la médecine, c'est difficile de prouver quelque chose. L'efficacité d'un médicament, d'un traitement... C'est précisément ce que disait Didier Raoult, qui, je crois, était visé dans votre propos tout à l'heure, René Friedman, puisqu'il disait, voilà, moi je ne suis pas chercheur, je suis médecin, donc je soigne. Non, donc il est chercheur, attention, il est professeur, ça va. Non, pas de blague. Et puis, je veux dire, s'il avait fait, ou si quelqu'un, ça a été fait, avait une étude scientifique, donc ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on garde la difficulté de la recherche scientifique. C'est pas, la médecine a changé, on n'est plus au 19e siècle en disant, moi je sais que, moi je fais que, et ça marche. Ça, c'était la médecine de papa, je dirais. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est une médecine de preuve, c'est-à-dire de recherche, et pas simplement d'un centre, mais de plusieurs centres qui font les mêmes choses. Et là, on a une vérité, et on commence à établir une façon de traiter. Vous qui avez quasiment vu 80 000 bébés au moins. Votre vie, plus peut-être René Friedman, est-ce que vous comprenez pourquoi cette pandémie est particulièrement peu nocive pour les jeunes, les très jeunes, et de plus en plus dangereuse au fur et à mesure qu'on avance en âge? Non, je crois que le fond du problème scientifique, puisque je reviens sur la science et pas sur les impressions, c'est qu'on ne comprend pas bien pourquoi certains font une forme grave et d'autres pas. Il y a des recherches qui se font actuellement, par exemple, sur un statut génétique immunologique particulier qui ferait que certaines populations sont beaucoup plus sensibles, comme ça arrive pour n'importe quel médicament. Vous donnez le même médicament, même banal, à 10 personnes, il y en a qui vont faire des réactions, d'autres qui ne vont pas faire de réactions. Donc par rapport au virus, c'est pareil. Et ça a toujours été comme ça dans les pandémies. Vous ne savez pas pourquoi un tel va faire une réaction bénigne et l'autre va faire une réaction maligne. Donc on a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que gardons l'esprit scientifique, gardons l'esprit de Claude Bernard. C'est ça qui nous guide, nous médecins.
Et dans Une histoire de la naissance, le livre que vous publiez chez Grasset et le podcast que l'on retrouve sur le site de France Culture et sur l'application de Radio France, René Friedman, on se rend compte à la fois que une partie des secrets de la naissance, mais qui sont aujourd'hui partagés par tous, les secrets de la reproduction ont été découverts très tardivement et qu'il reste aujourd'hui beaucoup de choses que l'on ne comprend pas dans la reproduction. Quoi, par exemple ? Eh bien, presque envie de vous dire tout. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'un spermatozoïde sur 100 000 va pénétrer et que les autres ne vont pas pénétrer dans l'ovule ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une anomalie dans les chromosomes, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ou pas ? Qu'est-ce qui fait que l'œuf va s'implanter dans l'utérus ou pas ? Qu'est-ce qui fait que les contractions vont apparaître pour l'accouchement, au moment de l'accouchement, trop tôt, trop tard ? On ne sait pas. Donc il y a tout un tas de situations les plus courantes, j'ai envie de dire, les plus courantes, qui méritent encore, et c'est pour ça que les jeunes générations, je les envie, parce qu'il y a encore plein de choses à rechercher, et c'est passionnant. Et dans le cadre de l'infertilité, puisque vous avez réussi, avec la naissance de ce qu'on appelle le premier bébé éprouvette, à marquer une étape extrêmement importante pour faire reculer l'infertilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme mystère lorsque l'on tombe sur justement ces cas-là où un couple, une femme ne peut pas, malgré les différentes techniques utilisées, avoir des enfants ? Alors, vous savez, tout d'abord, c'est un travail d'équipe. Je veux dire par là qu'on a plusieurs angles d'approche, biologiques, bien entendu. On a des endocrinologiques, immunologiques, psychologiques. Tout ça est lié et il faut répartir un peu les causes potentielles. Puis il y a des fois, on ne trouve pas de cause. On ne sait pas pourquoi. Il y a une part de... Vous savez, c'est la seule médecine, je dis souvent, quand on fait un transfert d'embryon, vous savez, c'est-à-dire qu'on a l'embryon obtenu in vitro, on le remet dans l'utérus et à ce moment-là, on croise les doigts. C'est une médecine parce qu'on ne sait pas s'il va prendre ou s'il va pas prendre. 40% de chance qu'il Qu'est-ce qui fait qu'il prend ? Et voilà. Merci de poser la question. Et on va travailler dessus. On travaille d'ailleurs dessus les uns les autres et c'est mondial, puisqu'on est tous reliés à l'échelle internationale. Mais voilà, il y a des grandes questions. On ne sait pas répondre encore à ces questions. On avance. On a compris la génétique, on a compris l'immunologie. Ce qui fait, vous savez, pourquoi il y a un rejet. Il y a un phénomène absolument étonnant. Quand vous êtes en contact, un organisme est en contact avec une particule étrangère à son organisme, il y a ce qu'on appelle un barrage, un phénomène de rejet qui évite qu'on soit constamment malade. Dans la grossesse, c'est très étonnant, parce que la femme, elle reçoit un ovule de la moitié d'un homme, évidemment. Et donc, il y a de l'étranger, en l'occurrence, à son corps. Et même dans le don d'embryon ou le don d'ovocyte, il y a l'ovocyte et les spermatozoïdes qui sont étrangers, et pourtant, il n'y a pas forcément de rejet, même au contraire. Donc, tout ce phénomène de tolérance ou de rejet est quelque chose de passionnant. On le connaît bien avec les greffes. Donc, et tout récemment, vous avez vu que dans l'équipe avec Jean-Marc Ayoubi, on a réussi une greffe de l'utérus avec la naissance d'un enfant. Donc, il y a des progrès qui se font. Justement, le fait de réussir cette prouesse, qu'est-ce que ça signifie en matière à la fois de connaissances, mais aussi de technique, René Friedman ? Écoutez, d'abord, ça s'adresse à un groupe de femmes qui n'ont pas d'utérus de naissance. C'est mal connu, ce qu'on appelle la maladie de Rokitansky. Il y en a 1 sur 5000, qui est une petite fille tout à fait adorable et tout ça, qui a ses ovaires qui fonctionnent, mais qui n'a pas d'utérus. Et donc, on a pensé qu'il fallait qu'on essaye de trouver quelque chose qui soit faisable. Des équipes suédoises ont commencé ce travail. On est en lien d'ailleurs avec elles. Ils sont venus dans notre service, nous sommes venus dans le leur. Et voilà, on a essayé de répondre à cette question. Comme toutes les nouveautés, vous savez, il y a un temps d'évaluation. Il va falloir qu'on prenne un peu du recul et qu'on voit les coûts, les bénéfices, les coûts psychologiques, les coûts physiques, les risques et le bienfait, bien sûr. Là, il est sûr que quand vous avez vu la photo de la maman de la petite Micha, voilà, ça fait du baume au cœur, c'est évident. Mais voilà, c'est une méthode nouvelle qui est un peu lourde, mais qui est chirurgicale et qui permet, dans le cadre des greffes, de répondre à peut-être avoir
dans certaines situations. On a beaucoup parlé des questions techniques, des questions médicales, René Friedman. Il y a aussi beaucoup de questions éthiques. Vous les abordez d'ailleurs dans une histoire de la naissance. On voit que celles-ci sont de plus en plus importantes au fur et à mesure que les techniques évoluent, bien sûr. Oui, parce que, si vous voulez, techniquement, on recule beaucoup de barrières. Quand techniquement c'est pas possible, vous pouvez toujours poser des questions éthiques, mais enfin c'est un peu aléatoire. Quand c'est possible, dès que ça devient possible, vous voyez, le clonage c'est quelque chose de possible, c'est l'auto-reproduction de soi, elle est théoriquement possible. Hein, je peux très bien prendre une cellule de votre peau et puis, la transformer en un futur embryon qui aurait des caractéristiques qui vous ressemblent terriblement, sauf les appareils de radio, qui ne sont pas dans le lot. Mais voilà, donc... Vous pourriez faire ça en régie aussi. Le vendredi, ils ont l'air fatigués. Ouais, et donc... on a, si vous voulez, avec ces possibilités qui sont réelles aujourd'hui, on a quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire qu'on a des limites qui ne sont plus techniques, mais qui sont éthiques, si on souhaite définir une ligne rouge qui doit, à mon sens, exister d'ailleurs. On ne doit pas faire tout et n'importe quoi. Où la placez-vous, justement ? Pardon ? Où la placez-vous, cette ligne rouge ? Écoutez, essentiellement au respect de la personne, non-utilisation d'une personne à son profit. On ne fait rien sans accord et sans utiliser l'autre personne pour soi-même. L'enfant n'est pas un objet qui doit être dessiné, il faut lui laisser sa liberté et il n'est pas à rentrer dans un cadre de représentation donnée. Mais vous connaissez les critiques qui sont adressées à cette représentation des choses. On vous dit que d'ores et déjà, avec par exemple le diagnostic préimplantatoire, avec un certain nombre de techniques, il y a déjà un choix des familles et des choix qui sont bien compris. Oui, mais alors il faut bien préciser les mots parce que justement il y a des confusions. Le choix, c'est quoi ? Le choix, c'est d'éviter qu'un enfant soit porteur d'une maladie. On reste dans le domaine médical. Et je pense qu'il faut rester dans le domaine médical. Et je ne suis pas pour, d'abord parce que ça n'existe pas, et ensuite parce que ce n'est pas l'objectif soi-disant, de définir tel ou tel profil. C'est surtout de donner le maximum de possible. Donc si vous savez que, c'est assez simple, hein, si vous savez que de boire du vin pendant la grossesse, c'est un risque du syndrome de l'alcoolisme fœtal, c'est basique, hein, c'est pas, vous voyez, vous arrêtez de boire du vin. Donc voilà, les conseils qu'on donne aux femmes, c'est des précautions pour éviter d'avoir des anomalies. Et c'est pareil pour les techniques de fécondation in vitro. C'est-à-dire, si vous savez que vous avez 60% de chances que l'embryon ne soit pas normal, vaut mieux le savoir pour ne pas remettre celui-là et créer, un enfant qui va souffrir. Voilà, c'est tout simple. Mais là aussi, lorsque vous parlez de limites pour l'homme, vous évoquez aussi d'autres limites, René Friedman, limites par exemple d'instrumentalisation de l'animal dans ce contexte-là ? Oui, alors il y a des règles qui sont dans la recherche de l'animal, il y a des règles qui sont données d'une part pour les techniques de recherche qui sont indispensables, il y a une éthique de la recherche animale. Moi je travaille avec l'INRA sur des objectifs, ensuite j'espère passer à l'homme, mais voilà, il y a des règles, on ne fait pas tout et n'importe quoi sans tenir compte de la vie animale. Il y a des choses également qui font frémir. On parle de chimères, on parle par exemple d'implanter dans des êtres humains des organes qui viennent de l'animal. Alors justement, il y a, si vous voulez, des limites qui sont des interdictions de telle ou telle chose parce qu'elles choquent d'une part notre conception, de l'humain, et d'autre part, elles n'ont pas démontré même leur hypothèse de bénéfice. C'est que aujourd'hui, c'est pas tellement, excusez-moi, Je vous en prie. C'est pas tellement le comment faire, parce que comment faire, on se développe de plus en plus, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible de prendre l'organe d'un animal créé à dessein pour l'implanter chez un être humain ? Non, ce qu'on peut faire, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est créer des cellules souches humaines qui se développent dans un organe animal. Vous le dites mieux que moi, mais c'est à cette technique-là que je faisais référence. Oui, alors effectivement, il y a peut-être des choses à comprendre, mais il faut... À comprendre ou c'est à l'état ? À comprendre d'abord à comprendre. Ensuite, c'est ce que je voulais vous dire. Le comment des choses n'a pas des limites qui n'arrêtent pas de progresser. Mais le pourquoi des choses, c'est quelque chose qui est dans notre pouvoir. De décider que je vais aller dans cette direction, pourquoi ?
pour trouver ceci ou cela. Et donc on se donne, si vous voulez, on n'est pas sans limite sur la conception des objectifs de la recherche, et l'utilisation de ce qui pourrait être une atteinte de la dignité humaine est comme quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, les dernières barrières justement à repousser lorsqu'on évoque la médecine néonatale, la manière dont les enfants sont accompagnés, les mères sont accompagnées, qu'est-ce qui vous paraît être aujourd'hui important à franchir comme étape supplémentaire, René Friedman ? Non, l'étape supplémentaire, elle est surtout de tenir la relation avec le couple pour leur donner les informations les plus précises possibles. Et ensuite de les écouter et d'essayer de les accompagner sans dépasser ce qui n'est pas autorisé, bien sûr. C'est quelque chose, si vous voulez, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, qui m'a le plus perturbé dans ma vie professionnelle, c'est d'essayer d'accompagner et d'avoir un avis sur un hypothétique futur, et de définir ce qui pouvait arriver à cet enfant qui témoignait d'une certaine anomalie, on va dire, qu'elle soit biologique ou physique, par la découverte de l'échographie. Vous savez, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'échographie. On ne connaissait pas l'imagerie. Aujourd'hui, on voit des choses quand même très, 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 très précises et très tôt. L'imagerie a beaucoup progressé. Les approches de certaines anomalies ont aussi beaucoup progressé. Les traitements ont beaucoup progressé. Donc, on guérit beaucoup plus d'enfants qu'on ne guérissait avant. Mais on découvre toujours des points d'interrogation qui restent, je dirais, la fine fleur de la médecine de demain. Une histoire de la naissance, c'est votre livre, René Friedman, publié aux éditions Grasset. Et c'est aussi un podcast que l'on retrouve sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Je vous propose d'accueillir mes deux camarades qui viennent prolonger cette émission, Hervé Gardette et Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Hervé, ce matin, vous allez nous parler des élections régionales et départementales. Oui, des élections décisives. Si vous vous intéressez, je sais que c'est votre cas Guillaume, aux questions écologiques. Et vous, Géraldine, alors vous vous intéressez à la radio, quoi. Je fête les 100 ans de la radio, mais je ne vais pas vous parler du générique qui a bercé mon enfance. Non, mais ça sera quand même dans quelques instants. France Culture, l'esprit d'ouverture.